Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le point de marché quotidien versatile. On est le 25 janvier 2025, il est 11 heures et je la pêche parce que le soleil est de retour à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner tout simplement, à nous rejoindre sur la plateforme versatile, c'est 100% gratuit. Vous savez, on fait ces petits points quotidiens puisque on surveille le marché des crypto-monnaies comme l'huile sur le feu en ce moment. Et il y a les vidéos tout simplement qui apparaissent sur YouTube avec un jour de délai, mais vous avez accès à ce live à 11 heures tous les jours en temps réel sur la plateforme Versatile. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, tous les liens sont dans la description. Et on commence tout de suite avec cette news macro de Nicolas Chéron parce que c'est un sujet dont on a parlé dans la première quotidienne d'ailleurs. En 2025, l'Inde devrait enregistrer la plus forte croissance de PIB. À noter que les pays les plus dynamiques sont presque tous en Asie du Sud-Est, contrairement aux pays d'Europe qui occupent la fin de ce classement, Pologne, Espagne, excepté bien évidemment. Donc là, on voit Inde, Philippines, Kazakhstan, Indonésie. L'Indonésie, on en a parlé juste hier. Donc voilà, la croissance, généralement, c'est pas systématique d'ailleurs, mais généralement, elle peut se retranscrire dans les marchés financiers, ou en tout cas, on peut prendre certaines positions qui sont assez intéressantes. Je vous ai dit lors du premier live ou du deuxième, de la deuxième quotidienne, je me rappelle plus, que je surveillais l'indice indien, puisque effectivement, c'était un indice qui était super intéressant, mais qui était assez haut perché pour l'instant. Donc voilà, deuxième nouvelle, une fois de plus, dans la suite de ce qu'on a dit hier, hein, le décret de Trump qui a interdit aux États-Unis le développement des CBDC, donc des monnaies de banque centrale. On a la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui fait exactement l'inverse en Europe, hein, bien évidemment, nos dinosaures européens qui veulent toujours plus de réglementation, toujours plus de contrôle, quoique vous allez voir que ça va peut-être changer dans la news suivante. Mais en tout cas, Crypto Goku qui nous rapporte que la BCE fait pression pour un euro numérique afin de contrôler, de contrer le décret de Trump prouvant les stablecoins soutenus par les États-Unis. Donc voilà, l'administration de la Banque Centrale Européenne, la stratégie de Trump pour éloigner les clients des banques traditionnelles et mener à la stabilité financière de la zone euro. Donc d'un côté, on a des décrets qui sont oui, libertariens, hein, tout simplement, qui octroient plus de liberté ou qui préservent la liberté des citoyens. Et d'un autre côté, bon, bah, voilà, on a de la réglementation qui vient au contraire un petit peu réduire et museler cette liberté. En parlant de réglementation en Europe, on a cette news qui nous est rapportée par Money Radar. La France exige une pause réglementaire massive en Europe. Il était temps, j'ai envie de vous dire, face à une compétitivité en chute libre. C'est un sujet dont on parle régulièrement sur Versatile. Paris sonne l'alarme dans un document confidentiel de 22 pages. L'UE perd 10% de son PIB potentiel à cause de sa surréglementation. Le gouvernement français demande un moratoire sur les nouvelles règles, un allègement des normes ECG et bancaires, un report des directives sur la durabilité des entreprises. Il faut savoir qu'en France, en Europe en général, c'est le cas, mais en France, on a une réglementation qui est extrêmement contraignante et qui joue énormément, effectivement, sur la compétitivité du pays et de la zone. Donc c'est, selon moi, une très bonne chose qu'on commence à se pencher sur ce sujet. D'autant plus qu'effectivement, le timing est critique alors que l'Europe croule sous de nouvelles obligations. Trump promet de démanteler toutes les régulations vertes, donc toutes les normes ESG. Je crois que BlackRock a communiqué, je ne sais plus si c'est BlackRock ou Vanguard, je crois que c'est BlackRock qui a communiqué la semaine dernière, qui se retirait de toutes les normes ESG au niveau, qui sont imposées au niveau des banques et au niveau des gérants de fonds. Donc voilà, de la dérégulation aux États-Unis. Je ne suis pas en train de juger est-ce que c'est moral, est-ce que c'est éthique, etc. Je regarde juste d'un point de vue purement pragmatique, compétitivité. Voilà, la dérégulation va leur permettre effectivement d'avoir une palette et puis une marge de manœuvre bien plus élevée. Voilà, grosso modo, on ne joue pas avec les mêmes règles, tout simplement. Donc il était temps de se pencher en Europe sur cette histoire de réglementation et l'UE prépare déjà une réponse, un plan pour réduire de 25% les obligations de reporting des entreprises. Négociation en cours jusqu'au 26 février. Ça, c'est une news à prendre avec des pincettes pour l'instant, puisque j'ai trouvé une source que j'ai pas réussi à confirmer, mais c'est une source qui généralement est fiable. Mais en tout cas, a priori, le président des États-Unis, Donald Trump, a officiellement suspendu l'aide militaire à l'Ukraine, ce qui pourrait résoudre cette histoire de guerre en Ukraine très rapidement. Voilà, puisque cette guerre était entretenue hein, jusqu'à présent par voilà, l'ensemble des ressources et des aides qui étaient alimentées, qui étaient amenées en Ukraine par beaucoup d'autres pays, notamment les États-Unis, qui était un petit peu une guerre par proxy. Mais Donald Trump a décidé, a priori, de suspendre cette aide militaire, ce qui devrait effectivement mettre fin à cette guerre assez rapidement. On l'espère de manière pacifique. Et j'ai également lu qu'il suspendait globalement toutes les aides qui allaient à l'extérieur des États-Unis, hormis celles à l'Égypte et celles à Israël. Donc voilà, se reconcentre un certain nationalisme. Mais en tout cas, pour cette news, c'est une news qui pourrait potentiellement être, d'ailleurs, qui est, si elle est confirmée, bullish pour les marchés, bien évidemment, puisque ça pourrait signifier une fin de la guerre assez rapidement. On plonge tout de suite dans les crypto-monnaies plus spécifiquement. Sur ce point macro, Grayscale et CoinShares ont déposé des demandes pour des ETF spot sur Solana et Litecoin. Alors Solana,
on peut comprendre, news bullish, Litecoin, j'avoue que quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Litecoin, ça fait partie un peu dans la crypto-monnaie de ces deadcoins, hein. C'est des coins qui sont sortis lors des cycles précédents, qui ont déjà plusieurs années, sur lesquels il n'y a plus vraiment de traction. Donc pourquoi Litecoin, qui a la réputation dans le milieu de la crypto-monnaie d'être presque un stablecoin, hein, puisque son cours ne varie pas énormément. Voilà, c'est un peu curieux, mais en tout cas, c'est toujours une news bullish, c'est toujours une bonne news à prendre, hein. Dépôt de TF spot, ça veut dire que effectivement les achats seront collatéralisés par la crypto-monnaie en face, c'est-à-dire dans ce cas-là du Solana et du Litecoin, et donc une pression acheteuse lorsque les ETF seront achetés, une pression vendeuse directe lorsque les ETF seront vendus à contrario. Autre news assez intéressante pour être notée, l'ETF Bitcoin de BlackRock a sur la journée d'hier, en 2 heures, atteint 1 milliard de volume de trading, ce qui est énorme en 2 heures. Donc il y a eu 1 milliard de volume d'échange, d'achat et de vente, donc les bitcoins et les ETF bitcoin en l'occurrence, qui ont pas mal changé de main sur les 2 premières heures de trading de la journée d'hier, d'ouverture de marché en tout cas, pas forcément de trading. Et d'ailleurs, en parlant de l'ETF bitcoin de BlackRock, on a vu que ces derniers ont déposé une demande pour permettre l'échange contre du vrai Bitcoin lorsque les gens et lorsque les institutions vendront de cet ETF, donc ce qu'on appelle un échange en nature. C'est Cryptos qui nous donne cette information. Et globalement, ce que ça change, hein, c'est assez simple, hein. Nasdaq modifie l'ETF Bitcoin de BlackRock pour permettre l'échange contre du vrai BTC, c'est-à-dire que quand les institutions vendront ou les particuliers, hein, vendront les ETF Bitcoin spot de BlackRock, plutôt que de récupérer de l'argent en face, ce qui monétairement parlant ne fait pas réellement de sens, puisqu'un Bitcoin voilà, vaut un Bitcoin, euh, l'ETF Bitcoin Spot pourra être échangé directement contre du Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez vendre l'ETF Bitcoin Spot contre sa valeur en Bitcoin. Voilà, tout simplement. Willy Woo qui nous a fait ce petit screen sur le marché il y a 10 ans et qui nous dit il y a certaines choses qui ne changent jamais, le numéro 1, et il y a d'autres qui changent continuellement, la position 2 à 20 et jusqu'à de toute façon tout le reste des crypto-monnaies, hein. Donc là, on le voit assez clairement. Effectivement, ça fait depuis la création des crypto-monnaies, depuis la création de Bitcoin en 2009, qu'il est à la première place en termes de capitalisation. Vous voyez qu'il y a 10 ans, il était à 253 dollars. Je peux vous dire que les gens qui l'ont acheté à ce prix-là et qui l'ont conservé jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'il y a récemment en tout cas, doivent être bien contents, hein. Ce sont des whales aujourd'hui. Mais effectivement, la chose importante à noter, c'est que c'est le patron. Bitcoin est le patron des crypto-monnaies. Personne n'a jamais réussi à le censurer. Personne ne sait qui l'a réellement créé, ou en tout cas très peu de gens. Personne n'a jamais vraiment réussi à l'arrêter. Et il reste depuis tout ce temps à la première place du marché, là où effectivement, si vous regardez la place 2 à 19 ici, ou même 2 à 20 en étendue, vous pouvez voir qu'il ne reste pas aujourd'hui énormément de ces coins dans le top 20. Voilà, on a XRP, on a Litecoin qui je ne sais même pas si est encore dans le top 20 ou pas. On a Dogecoin qui est assez curieux puisque effectivement c'est un même coin, c'était un running gag à la base et qui valait quelques fractions de centimes à l'époque qui vaut plusieurs dizaines de centimes aujourd'hui. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. Bien évidemment, c'est hyper important sur un cycle. 90% des crypto-monnaies qui existent actuellement lors du prochain bear market vont disparaître. Voilà, gardez ça à l'esprit. N'hésitez pas, prenez vos profits, on ne le dira jamais assez. Tout ça n'est pas un conseil en investissement. Mais si vous voulez bien évidemment être entre guillemets sûr de votre position, même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, on voit bien que Bitcoin, c'est le taulier. Et Bitcoin, j'en suis persuadé, à titre personnel, sera encore là dans 10 ans. Il était là il y a 10 ans, à la première place, et il le sera encore dans les 10 prochaines années. Donc voilà, information très importante à garder à l'esprit parce qu'on a tendance parfois à tomber amoureux des narratifs ou des coins. On ne se marie pas avec nos coins, on est là pour faire de la performance. On surfe les vagues haussières et on sort des coins. La moitié des coins, ou la grande majorité même des coins, vont disparaître lors du prochain bear market. Et news qui est très relié à ça, on a un post qui a été re-xé, je ne sais pas comment on dit maintenant, retweeté par Asher, qui est donc un influenceur crypto-monnaie, plus qu'influenceur d'ailleurs, hein, CEO de Meria, donc un des premiers entrepreneurs de la crypto-monnaie en France, qui nous traduit ce post-là, mais qui nous donne l'information qu'effectivement aujourd'hui, il y a près de 37 millions, 36 millions 400 000 crypto-monnaies sur le marché crypto. À ce rythme, on atteindra 100 millions de tokens d'ici fin 2025, donc d'ici probablement la fin du cycle, hein, on se rappelle, octobre, normalement, on devrait atteindre la TH. 2017-2018, il y avait moins de 3000 tokens pendant la alt season et à peine 500 en 2013-2014. Et c'est exactement pour ça que ce bull run ou une hypothétique alt season sur laquelle on est en train de spéculer dans Versatile sera très différente des folies qu'on a vécues en 2017 et en 2021. Bien évidemment, le marché est aujourd'hui plus mature avec plus de liquidités qui arrivent, mais il est aussi devenu ultra fragmenté. Et on le voit bien
dans les narratifs de hausse, dans les hausses qui se passent, ça se passe par narratif. Tous les coins ne montent pas de façon débile comme ça a toujours été le cas lors des cycles précédents. Peut-être qu'on aura une alt season où tout va monter, où tous les altcoins vont imprimer de grosses performances, mais je n'y crois pas du tout parce qu'il y a une énorme dilution en termes de valeurs sur lesquelles investir. Les capitaux sont tellement dilués qu'une hausse généralisée devient presque impossible, ou sera moins folle et généralisée qu'elle n'a su l'être dans le passé, tout simplement. À ce rythme, en 2025, il y aura 33 000 fois plus de tokens qu'en 2021, d'un cycle à l'autre. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 33 000 fois plus de tokens. Pour conclure, même si on assiste à un afflux massif de liquidités en 2025, qui aura lieu très probablement dans un premier temps sur Bitcoin, et même si Bitcoin en profitera sans doute, les investisseurs feront leur choix selon les convictions et les tendances du moment. N'oubliez pas, lorsqu'on a fait la masterclass sur Versatile, sur la plateforme, sur les crypto-monnaies, donc les plusieurs masterclass, il y en a une, on a parlé des tokenomics, de l'importance de savoir choisir ces tokens correctement. D'accord? Et donc, effectivement, selon nous, ça va monter, comme selon Asher d'ailleurs, selon les convictions des investisseurs et les tendances du moment, ce qu'on appelle les narratifs. Donc, voilà, jeter sa pièce n'importe comment sur n'importe quel token en espérant que ça va monter ne semble, sur ce bull run-là en tout cas, sur ce cycle haussier-là, pas être la meilleure des idées. Il va falloir se positionner, ou il faut se positionner. On est déjà positionné personnellement, mais il faut se positionner de la manière la plus intelligente possible sur les bons narratifs et au sein des narratifs, sélectionner les meilleurs tokens en se basant sur les fondamentaux, sur l'attraction communautaire, sur les tokenomics. Vous retrouverez toutes ces informations. Vous y avez accès de toute façon dans les masterclass crypto-monnaie. N'hésitez pas, c'est dans la partie liberté financière. Donc être simplement présent sur le marché ne suffira plus. Il faudra être au bon endroit, au bon moment. C'est ce que je vous disais. Autre news aujourd'hui qui concerne Bitcoin, près de 8 milliards de dollars d'options vont expirer ce 31 janvier. Donc on a ces options effectivement qui vont expirer d'ici la fin du mois, ce qui pourrait nous donner un flush dans les 7 prochains jours, une volatilité un petit peu exacerbée. D'autant plus que le max paying price de ces options est à 98 000 dollars. Qu'est-ce que c'est le max paying price? Tout simplement, donc le niveau de douleur maximale situé aux alentours de 98 000 dollars. Le Bitcoin pour ces contrats, c'est-à-dire que c'est à ce cours précis que les détenteurs de ces options subiraient le plus de pertes financières s'il était atteint à ce moment-là. Le problème, donc là, vous allez me dire, il y a aucun sens donc que le cours aille visiter ces 98 000 dollars, qui est le max paying price de ces options. Le souci, c'est que les market makers, eux, donc les teneurs de marché, gagnent le plus quand ce niveau est atteint. Et donc, ça explique la potentielle volatilité élevée qu'on pourrait avoir, et les cours ont donc tendance à se rapprocher de ce point quand arrive l'échéance. Donc ce point des 98 000 dollars, gardez-le bien à l'esprit pour la semaine à venir. On vous l'a dit, nous, en février, on spécule sur une potentielle reprise de la hausse. En revanche, c'est pas impossible que la prochaine semaine, on aille balayer proche de ces 98 000 dollars. D'autant plus que lorsqu'on regarde les points clés de support, effectivement, là, on a Ali Charts qui nous reporte que le niveau de support clé pour Bitcoin est à 97 877 dollars. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut très bien aller chercher aux alentours de ces 98 000 dollars. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, il n'y aura pas de souci au niveau du momentum. D'accord? On passe tout de suite sur les charts assez rapidement au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies. Bon, il n'y a pas énormément de choses à dire. On voit que là, on va clôturer la semaine dimanche. Donc, le CME a déjà clôturé, lui, sa semaine à 105 060. On le voit, on est toujours dans cette box d'accumulation. Ici, les cours clôtureront vendredi. On a cette zone support là dont je vous parlais, qui est entre 91 et 89. Donc, pourquoi pas même aller un peu plus bas, pullback avant de repartir, bien évidemment. Je ne vais pas vous repasser les altcoins, je vais juste rechecker rapidement la Bitcoin dominance. Donc on voit que la Bitcoin dominance ne lâche pas de l'Est, puisque Bitcoin a connu une hausse très clairement cette dernière semaine, puisqu'on a une bougie haussière. Et la Bitcoin dominance est encore en hausse. Elle est sur ce niveau de résistance qui se situe entre 58 et 59,3, 59,2. Donc on espère qu'elle reperdra assez rapidement ses moyennes mobiles, comme je vous l'ai dit déjà hier et avant-hier. Autrement, on ne connaîtra pas d'alt season pour l'instant. Le crypto total qui est toujours dans sa box d'accumulation, bien évidemment, et le crypto total 3 qui est le crypto total des altcoins qui s'est fait rejeter une fois de plus au niveau de la TH, qui est le prochain niveau clé, la prochaine résistance clé à aller casser avec une belle bougie d'impulsion haussière comme ici, 1113 milliards. Voilà pour les crypto-monnaies, rien de plus à dire. Donc une fois de plus, la semaine prochaine, on peut s'attendre à une semaine volatile, à une semaine où on va aller flusher aux alentours des 98 000. C'est pas impossible. Le DXY, lui, qui est en train de nous faire une bougie magnifique baissière en hebdomadaire, on espère que ça va continuer, que le dollar continue à perdre de la force pour orienter à la hausse nos chères crypto-monnaies. Et en ce qui concerne les indices, donc justement, l'indice indien dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, qui est en train de faire
Après une hausse fulgurante cette année, un gros flush, hein, tout simplement, retournement de tendance ici, assez clair. On est passé en hebdomadaire sous la moyenne mobile 20, sous la moyenne mobile 50. On n'a pas vraiment de support pour l'instant. Le CAC 40, on peut voir ici qu'on a un petit peu baissé sur les derniers jours de la semaine. Alors bien évidemment, la clôture en hebdomadaire est une clôture qui est magnifique. Là, on peut aller même pullback, hein, sur le haut de cette zone d'accumulation. On ne devra surtout pas la réintégrer. Mais en revanche, c'est totalement normal que sur les derniers jours, le CAC 40 sur la dernière séance est corrigé, hein, puisque voilà, on part quand même de 7000 points, on est arrivé proche des 8000. Bien évidemment qu'il y a de la prise de profit ici. Le Amundi World, MSCI World, qui est toujours haut perché, hein. Ici, pareil, hein, la stratégie versatile pour l'accumulation, on en a déjà parlé, c'est de mettre de l'argent de côté, de conserver cette petite poche de liquidité qu'on est prêt à investir en DCA, mais d'optimiser son DCA si on a ces indices dans nos wallets, bien évidemment, sur les pullbacks proches des moyennes mobiles 20. Ici, pour l'instant, on est encore un petit peu perché. En ce qui concerne le DAX, bon, bah voilà, hein, indice allemand, c'est un indice européen. Les indices européens ont performé. Surtout que l'indice allemand est un très bon performeur. Donc on voit qu'ici, il est toujours en price discovery au-dessus de ses ATH. Nasdaq, pareil, un Nasdaq magnifique. Bah, là, on avait potentiellement, enfin pas potentiellement, on avait un magnifique point d'entrée, hein, au niveau du pullback sur la moyenne mobile 20. Donc voilà, c'est la stratégie dont je vous parlais tout à l'heure. Plutôt que d'investir en DCA ici, voilà, sur les hauts, vous attendez le petit pullback au niveau des 20 500 points. Ici, c'est donc au niveau 20 600 points exactement, au niveau de la moyenne mobile 20. Et puis vous mettez votre ordre d'achat ici et vous optimisez votre entrée. Donc voilà, tout simplement, on peut encore regarder peut-être le SP500 qui suit à peu près la même tendance que le Nasdaq. On avait un très bon point d'entrée ici, pullback sur la moyenne mobile 20. On est au-dessus de ce range, très proche des ATH, donc à voir la semaine prochaine, les semaines suivantes, si on est capable de casser les ATH, casser ce range pour partir de nouveau en price discovery. Quant à nous, on se retrouve peut-être demain ou après-demain pour faire un nouveau point de marché, pour reprendre nos quotidiennes. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Très bon week-end. Ciao, ciao.